Salut à tous, salut les Rey. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo d'analyse par rapport à un cas concret qui se passe en ce moment par rapport au conflit Ukraine-Russie. Ça va vraiment nous permettre d'analyser tout ça et de voir les différentes erreurs que certaines armées font et qu'ils n'auraient jamais dû faire, et qu'est-ce que ça implique, et voilà, quels sont un petit peu les tenants, les aboutissants de tout ça, pour vraiment analyser concrètement et en tirer des conclusions, des leçons pour tout simplement se préparer correctement et ne pas faire les mêmes erreurs. Donc on se retrouve donc sur une vidéo de Libération. Alors, je vais bien monter le son. Ce que vous venez d'écouter, c'est un soldat russe qui sanglote pendant un assaut près de la ville de Kharkiv, en Ukraine. Si on a cet enregistrement, ce n'est pas parce qu'on a réussi à hacker les communications de l'armée russe, mais juste parce que certaines unités utilisent des ondes radio publiques. Vous avez bien compris. Alors là, qu'est-ce qu'il vient de dire? On va analyser en même temps la vidéo. De l'armée russe, mais juste parce que certaines unités utilisent des ondes radio publiques. Donc certaines unités utilisent des ondes radio publiques. Donc par public, moi ce que j'entends, ce que je comprends, c'est des normes un peu comme le PMR 446 chez nous, mais en version ukrainienne. Vous avez bien compris, n'importe qui peut écouter les échanges stratégiques d'une des plus grandes puissances militaires mondiales. Quelques jours après le début de l'invasion, des observateurs du conflit ont remarqué un détail étrange sur ces photos de soldats russes. Ça, c'est des radios civiles, tout ce qu'il y a de plus classique. Oui, c'est vrai que tout le monde a chez soi un Motorola DP 4801E DMR à la norme qui répond aux normes militaires. Bah oui, bien sûr. Non, sérieusement, alors là déjà, il y a une grosse confusion entre le matériel civil et le matériel militaire. Donc il y a du matériel militaire, enfin qu'on va appeler militaire, c'est de base réservé uniquement au marché militaire, et ça ne veut pas dire que le civil ne va pas pouvoir en acquérir, puisque même moi, si j'ai envie, je peux avoir du matériel Harris, du ANPRC 152, du Motorola, tout ce que je veux. Le matériel militaire, c'est de base réservé aux militaires, ça répond à des normes bien précises. Et le matériel qu'on va appeler civil, aujourd'hui on va l'appeler comme ça, le matériel civil, c'est destiné à peu près tout le monde, à partir du moment où il a juste de l'argent, donc c'est commercialisé, on va dire, normalement, sur n'importe quelle boutique en ligne, on va pouvoir en acheter, mais ça va être réservé, on va dire, plutôt, soit aux civils ou soit aux professionnels, par exemple avec le Motorola DP1801E, qui lui est une radio, on va dire, vraiment PMR, dans le sens où c'est professionnel mobile radio, vraiment destiné aux entreprises privées, aux professionnels pour travailler. Mais ça ne veut pas dire que les radios de type Motorola DP4801E ne répondent pas à des normes militaires. C'est juste qu'elles sont faites pour le marché civil, mais c'est également, ça peut aussi potentiellement marcher pour le marché militaire si ça répond à certaines normes. Et pour le coup, cette radio-là, le Motorola, répond aux normes militaires. Vous pouvez regarder sur Internet. Au niveau du chiffrement, d'ailleurs, enfin, il parle du chiffrement. Cette radio-là dispose du chiffrement qui est à la norme militaire. Par contre, de l'autre côté, le Kenwood TK-F6 Smart, alors ça c'est un modèle générique. À l'époque, moi j'en avais un, c'était marque WLN. Et aussi Radioliti, TYT, Baofeng, enfin bref, toutes les marques ici sont mis. Mais c'est le même clone. Ça, par contre, c'est des radios UHF qu'on va pouvoir reprogrammer entre 400 et 480, alors que le Motorola, lui, c'est soit VHF, soit UHF, mais encore une fois, ça va être programmable sur n'importe quelle fréquence. Alors déjà, je trouve qu'il y a un amalgame qui a été fait, parce qu'il parle de fréquences publiques. Là, on n'est pas sur forcément des fréquences publiques. Ta radio, tu vas pouvoir la programmer sur la fréquence que tu as envie. Donc, c'est pas uniquement que sur certains canaux. Et même le Kenwood, même s'il a une apparence de radio homologuée, on va pouvoir facilement la débloquer en fréquence. Sauf que normalement, les soldats russes devraient utiliser des radios militaires, dont les échanges sont sécurisés. Oui, alors c'est une radio militaire, mais le Motorola, il peut sécuriser les communications aussi dessus. Donc, ça peut potentiellement être utilisé par des armées, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, l'armée américaine, ils ont du Motorola, ils ont du 8 Tera. Un peu partout dans le monde, ces observateurs sont partis à la chasse aux communications russes.
Je travaille avec certaines personnes sur des messages radio interceptés. Et je peux vous confirmer que des troupes russes utilisent des systèmes de communication non chiffrés. Alors là, je suis pas totalement d'accord avec lui. Ils utilisent des ondes radio HF non chiffrées. C'est complètement différent. Là, depuis tout à l'heure, on nous présente des radios VHF, UHF. Là-dessus, on peut effectivement mettre une clé de chiffrement. Sur les ondes HF, on n'est pas censé pouvoir. En tout cas, pas à ma connaissance, on ne peut pas sécuriser de la voix. Je parle bien de communication vocale. On ne peut pas sécuriser une voix sur de la HF. Ou alors, c'est vraiment avec des trucs très médiocres et ça m'étonnerait que ça marche très bien. Et ils ont découvert ça. Donc ça, pour moi, là, pour le coup, on est vraiment sur des communications HF, on l'entend. Tout à l'heure, j'avais un doute parce qu'on entendait quand même un espèce de craquement à la fin. Là, on est vraiment sur des ondes HF, ça se reconnaît à l'oreille. Pour les gens qui ont l'habitude de la BLU en HF, c'est clairement de la BLU en HF. En plus, avec le bruit, on entend que ça saute un petit peu. Leurs recherches ont confirmé qu'une partie des communications militaires... Il n'y a pas de porteuse dans le signal, donc on entend, c'est sûr et certain que c'est de la HF. Donc rien à voir déjà avec des talkie-walkie UHF ou VHF. C'est pas du tout le même matériel, les mêmes usages, les mêmes communications. Russes sont diffusés sur deux. Ces talkie-walkie-là sont faites pour du local. La HF, ça porte mondialement. Enfin, tu peux porter l'autre bout du monde sans aucun souci. Banale onde hertzienne, sans être sécurisée. Grâce à des récepteurs ukrainiens connectés à Internet, n'importe qui dans le monde peut les écouter. Donc là, on est sur de la WebSD. Vous voyez à quel point aujourd'hui, on parlait de cyberguerre. Et ben en fait, on est totalement dedans. Alors, c'est pas ce qu'on imaginait. C'est pas des fusils laser. Par contre, aujourd'hui, eh bien n'importe quel citoyen, n'importe quel civil, n'importe où dans le monde, par des WebSDR, va pouvoir intercepter des signaux à l'autre bout du monde sur des ondes et pouvoir écouter l'armée russe. Quand les Ukrainiens ont découvert ces communications publiques, ils se sont mis à... C'est pas des communications publiques, ça va... Enfin, quelle est la définition de public pour toi? Public, c'est quand c'est sur des fréquences publiques. Là, on est sur des fréquences militaires, c'est juste que c'est pas chiffré, mais c'est de la HF. Attention, je suis pas en train de dire que c'est que la HF qui est pas sécurisée. Parasiter ces canaux, notamment en y diffusant l'hymne du pays. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais... c'est encore une fois, le but c'est à la fois d'analyser un petit peu les images, mais aussi d'en tirer certaines conclusions par rapport à ce qui se passe en général. Là, on voit que le gars, il a un poste qui doit faire la taille de la main. Donc l'antenne, l'antenne est assez grande, donc à mon avis, ça doit être une antenne qui permet de couvrir de 50 à peut-être 500 mégas. Et là, il a une queue de rat. Une petite queue de rat qui permet d'améliorer un peu la portée. On voit qu'elle est toute petite, elle fait la taille du poste. Pour moi, c'est une queue de rat pour de l'UHF. Donc là, on est sur un poste qui travaille sur des bandes UHF. Donc absolument rien à voir avec de la HF. Notamment en y diffusant l'hymne du pays. Et là, ça confirme bien ce que j'étais en train de dire. Là, on voit bien que les communications se font sur la HF. On est sur du 3 mégas 685, donc la bande des 80 mètres. Donc rien à voir avec l'image qu'on avait avant, mais bon, c'était, je pense, juste pour illustrer. Mais voilà, c'est pas lui qui s'amuse à brouiller avec cette petite antenne repliée et son petit poste à 4 watts. Notamment en y diffusant l'hymne du pays. Mais malheureusement, la HF, on peut pas vraiment sécuriser grand-chose, quoi. Ou alors, il faut des ordinateurs derrière ou des grosses machines qui permettent d'encoder des messages automatiquement, donc soit via du Morse, via comment ça s'appelle déjà, du STANAG ou ce genre de protocole, ou du RTTY ou ce genre de choses qui est pas mal utilisé par l'armée, mais ça demande beaucoup plus de temps en fait. C'est pas de l'instantané, donc pour des communications tactiques, c'est vachement pénalisant, quoi, parce que il faut taper son message sur l'ordinateur, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, vérifier qu'aussi l'interlocuteur est là, envoyer le message, donc bip, ça l'envoie, l'outil, hop, ça le décode sur l'ordinateur, et il a le message. Du vocal, on prend le micro, on parle, c'est réglé. C'est ça le souci, c'est que là, en fait, par manque de temps ou de matériel, eh bien, l'armée russe a négligé ses communications radio et se retrouve à tout dire en clair sur de la HF, enfin, je pense pour la plupart des communications. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'on est en train de regarder, je pense qu'actuellement, ils ont dû résoudre le souci. Mais donc, c'est une grosse faille parce que, eh bien, sur des communications de longue distance,
entre eh bien, un poste de commandement qui se trouve peut-être en Russie et les soldats qui sont sur le terrain à des milliers de kilomètres, eh bien, ils sont en clair en fait. Donc toutes les instructions qui viennent du haut commandement, eh bien, ça passe en clair et donc c'est un avantage considérable par rapport à ceux qui sont en face. Et en local, eh bien, on se rend compte que par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, ils sont sur des radios, ça c'est une radio analogique, en UHF. Donc très facilement, avec le moindre petit talkie-walkie qui couvre de 400 à 490, 480, 470, eh bien, on va pouvoir intercepter ces communications-là et savoir ce qui se dit. Bon, après la portée de ces radios-là, hein, c'est pas non plus gigantesque, mais si c'est vraiment pour du combat urbain et des zones très très restreintes dans des bâtiments, s'ils sont à 200 mètres dans un autre bâtiment, ils peuvent très facilement intercepter les communications du Kenwood. Voilà, donc et le truc aussi qu'il faut prendre en compte là, qui n'est pas du tout à négliger, donc après je vais passer une certaine partie parce qu'on s'en fout. Ce qui n'est pas du tout à négliger aussi, c'est la langue. C'est que là, en fait, on est sur un conflit entre deux pays qui, pour la plupart des gens, parlent la même langue, ou en tout cas la comprennent. Donc en fait, ça évite de passer par des intermédiaires et de perdre du temps. Là où, par exemple, eh bien, des Américains en Afghanistan, si tous les soldats américains ne comprennent pas l'afghan, s'ils n'ont pas un traducteur, enfin si déjà ils arrivent à le temps qu'ils interceptent un signal, qu'ils l'identifient, parce qu'il faut s'identifier, il ne faut pas juste intercepter un signal, c'est peut-être des alliés, des rebelles alliés, enfin des rebelles alliés qui les aident étroitement, mais qui communiquent avec d'autres matériels et pas forcément de manière sécurisée. Donc déjà il faut intercepter, identifier qui est-ce que c'est en face, qu'est-ce qu'on écoute. Et après, si ça parle pas la même langue, il faut un traducteur. Le traducteur, il faut le temps de travailler. Il n'est pas forcément toujours à côté de l'opérateur radio, il n'est pas forcément tout le temps sur le terrain. Donc ça fait perdre du temps. Et donc, pour des communications tactiques, eh bien, pour le coup, des gens qui ne parlent... Enfin, si on ne comprend pas la langue de ceux qui sont en face, ils vont avoir un avantage redoutable, en fait. Parce que, eh bien, nous, ça va nous faire perdre du temps, le temps qu'on comprenne ce qui se dit, et donc les manœuvres qui vont être effectuées. Alors que là, en fait, on a des Ukrainiens qui comprennent le russe et des Russes qui parlent le russe. Donc, les Ukrainiens, il suffit qu'ils aient un Baofeng qui lance un scan, hop, ils interceptent les Russes, ils comprennent ce qui est dit, et instantanément, ils savent ce qui est en train de se passer sur le terrain, et ils peuvent, eh bien, c'est un avantage, ils peuvent anticiper les mouvements les manipulations de l'autre et ils peuvent l'avoir en fait. C'est un gain de temps et considérable au niveau tactique. Ils ont sous-évalué en fait la puissance de combat ukrainienne et à partir de là ils ont changé tout leur dispositif de force. La Russie a favorisé en fait l'augmentation de ses effectifs pour tenir le terrain ukrainien et ce faisant elle a dû décider de ne pas distribuer en fait le matériel sophistiqué, pensant que ces nouveaux personnels en fait ne seraient pas capables de les utiliser correctement sur le terrain. Et oui, c'est du nouveau personnel parce que c'est des conscrits, et ça on le voit de plus en plus. Des conscrits, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle de la chair à canon, c'est des jeunes qu'on va prendre, on va former peut-être en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, on va leur filer un AK et puis un sac à dos, des vieilles chaussures, un vieux tank et c'est parti mon kiki. Ils vont juste se faire massacrer, c'est ce qu'on appelle de la chair à canon. Donc je pense qu'en fait, par manque de moyens, en réalité, c'est ce que ça montre. Hein, c'est que la Russie, en réalité, a des manques de moyens, que ce soit au niveau du personnel, parce qu'ils prennent des conscrits et donc des citoyens, des civils, et parce qu'ils les équipent avec du mauvais matériel, alors qu'en réalité, ils disent que c'est parce qu'ils savent peut-être pas s'en servir. Une radio DMR, hein, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, c'est censé être destiné aux professionnels. Les professionnels, c'est pas des opérateurs radio. C'est censé être intuitif et tu t'appuies, tu parles, tu relâches, t'écoutes. Sauf que je pense que c'est vraiment par manque de budget qu'ils les équipent avec des radios qu'on va voir juste après, qu'on a déjà vu. Et voilà, en fait, il y a que les troupes d'élite, on l'a vu tout à l'heure. Ça se voit au niveau de l'équipement. C'est pas des simples AK-47. Là, on est sur du AK, je crois, c'est du 103, 107, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une plateforme de AK modernisée. Donc, on voit déjà qu'on n'est pas sur des simples conscrits. On est sur des forces spéciales et c'est eux qui disposent du matériel vraiment plus sophistiqué.
Et puis voilà, hein, après, et je pense que la personne qu'on a vue juste avant, lui, en réalité, il a 3 radios. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'autre Motorola? Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas même du fait qu'il est du Motorola? Parce qu'il parle de modernisation du matériel. Là, on est sur du matériel américain. Un Motorola, c'est américain. Kenwood, bon, ça, c'est une marque générique, hein, donc c'est une radio chinoise. Mais en tout cas, les Motorola qui sont là, alors ça, à mon avis, c'est de l'analogique. Celle-là, c'est de l'analogique, mais celle-là, en tout cas, c'est du numérique. Donc, à mon avis, ces deux-là, ça doit servir peut-être pour, eh bien, ça, vu que c'est une petite radio, c'est pour les communications au niveau de son groupe. Celle-là, ça doit être pour les communications inter... ou non, autant pour moi. Donc, vu que c'est une force spéciale, il fait partie des forces spéciales, pour moi, celle-là, autant pour moi, je me corrige. Le Motorola qui est tout à droite, la DMR qu'on peut chiffrer, celle-là, c'est pour les communications entre eux tactiques. Celle-là, c'est pour communiquer avec un autre groupe qui doit être un groupe de conscrits ou quelque chose comme ça. Et celle-là, ça doit être potentiellement pour encore un autre groupe. Et à mon avis, ça doit être de la VHF, cette radio. Donc ça permet de jouer entre les deux bandes. Mais voilà, en tout cas, eux, ils sont équipés de radios sécurisées. Et on voit qu'ils ont d'autres radios pour communiquer avec les autres groupes qui n'ont pas forcément le même matériel qu'eux. Voilà, donc ça va être la fin de cette première petite... la vidéo de libération. Ce qui explique effectivement qu'on puisse du coup écouter en fait des communications en clair entre soldats russes et leur hiérarchie. Donc là, on entend un clac à la fin. À mon avis, ça c'est plutôt de la AM. Il n'y a pas trop de bruit de fond, il n'y a pas de porteuse, mais à mon avis, c'était de la AM. On va regarder une deuxième vidéo, et puis après, on va essayer de fouiller un petit peu, de voir un petit peu ce qu'on peut voir, ce qu'on peut trouver au niveau du matériel. Un échange radio entre 2 soldats russes interceptés sur le terrain. Face à de nombreuses difficultés logistiques, pour communiquer, l'armée russe se rabat sur des fréquences radio non cryptées ou même sur des téléphones mobiles. Le New York Times a pu se procurer les enregistrements de leur conversation. Donc là, pour moi, c'est de la HF. Hein. Par de la web SDR, donc on sent qu'il y a de la compression. C'est ça aujourd'hui, et qu'en fait, on parlait de guerre, de guerre numérique il y a encore quelques années. En fait, c'est totalement ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, n'importe quel civil partout dans le monde, par Internet, via une web SDR, ou même... via une web SDR, vu que c'est de la HF, ça porte partout dans le monde. Même moi, avec mon récepteur radio, je vais pouvoir potentiellement les écouter. Enfin, je m'étais amusé un petit peu à voir ce qui se disait, donc j'arrivais à intercepter des communications. Et donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que guerre numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est surtout des Reddit, par exemple. Reddit, c'est une plateforme qui permet de créer des channels sur pas mal de sujets différents. Et il y a des Reddit, justement, sur l'interception de signaux par rapport à ce conflit-là. Et donc, les fréquences sont échangées, et déjà, de base, c'est pas spécialement pris... Enfin, n'importe qui peut les trouver sur Internet, hein, les fréquences russes ou autres. Et le souci, c'est que là, ça a été utilisé par tout le monde, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a pioché dans ces bases de données-là, en trouvé d'autres, et donc l'info se partage à une vitesse pas possible aujourd'hui, via des plateformes d'échange. Je suis désolé, le son est vraiment pourri. Là. Grâce à un simple récepteur radio, il est possible d'écouter, d'enregistrer et même d'interférer dans les conversations de l'armée russe. Voilà, vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans ce conflit-là, hein, moi dès le début j'ai suivi cette affaire, j'ai attendu un peu pour vous faire cette vidéo, mais dès le début je me suis intéressé justement aux communications radio par rapport à ce conflit-là, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le début du conflit, l'armée ukrainienne a interdit aux radioamateurs d'utiliser les ondes radio
pour justement en fait permettre d'identifier beaucoup plus facilement les Russes en fait. Voilà, donc ça évite vraiment d'avoir une pollution, on va dire, par rapport à d'autres communications qui n'ont rien à voir avec le conflit, pour être sûr d'identifier, d'avoir en face, d'écouter les adversaires. Et donc, très vite, qu'est-ce qui s'est passé, vu qu'aujourd'hui, Internet, grâce à Internet, on peut tout écouter et puis on peut tout trouver. Eh bien, partout dans le monde, il y a des gens qui se sont équipés qui sont déjà équipés en radio et qui se sont amusés à brouiller, comme là, on a entendu, voilà, là, pour le coup, c'était un brouilleur ukrainien, mais il y a des gens partout dans le monde qui s'amusent à brouiller les communications H24 de l'armée russe ou voire potentiellement de l'armée ukrainienne. Donc le brouillage aussi, c'est un très très gros souci, surtout sur de la HF où la portée est vraiment gigantesque et donc un mec de l'autre bout du monde peut potentiellement brouiller une communication. Interceptées en temps réel, ces transmissions radio donnent des informations précises sur les positions des soldats. Ici, les échanges ont lieu pendant la bataille de Makariv, à 45 km de Kiev. Ils confirment que les forces russes visent intentionnellement des civils. Et c'est ça qui est bien aussi avec cette affaire, c'est que ça nous permet, comme là, vous voyez, d'avoir des preuves irréfutables de ce qui se passe sur le terrain. Là, c'est l'info en brut en fait qu'on peut recevoir sur les ondes radio, alors que si on passe par des médias, les médias peuvent retransformer l'information et faire dire n'importe quoi. Donc ça permet d'avoir aussi une réalité du terrain. Serait vraisemblablement un code pour désigner du personnel ou des équipements russes restés sur le il parle de quoi là? Le mot propriété serait vraisemblablement un code pour désigner du personnel ou des équipements russes restés sur le terrain. Mais en plus de fournir des informations stratégiques, ces échanges confirment les difficultés de l'armée russe. Soudain, un Ukrainien entre dans la conversation. Voilà, vous voyez, ça c'est un exemple typique du souci, pas forcément le soldat qui lui répond. Déjà, ça leur montre que, en fait, vous êtes écouté. Et là, donc, véhicule qui bloque la route, besoin d'essence en urgence. Le truc qu'il ne faut absolument pas faire sur les ondes. Là, tous les gens du monde savent que, en fait, tu es à tel endroit, que tu es bloqué et que tu n'as pas d'essence. Et que tu as besoin d'essence. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir des frappes, en fait. Donc, des frappes, je veux dire, il va se faire démolir. Donc voilà le fait de négliger ces communications radio, voilà ce que ça peut impliquer. Dans la bataille des ondes, l'Ukraine pourrait-elle prendre le dessus sur l'armée russe? Pour l'heure, le Kremlin évalue ses pertes à 1351 hommes, tandis que... Donc en fait, là, ils ont vu cette faille, ils ont vu qu'il y avait une grosse faille dans les équipements, dans les communications russes, et ils ont joué là-dessus, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Je vais vous montrer quelques images de ceux qui ont récupéré. Ça, c'était par exemple de l'équipement retrouvé abandonné dans un convoi russe. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà que c'est un Baofeng, ça doit être un UV8R ou un truc comme ça, UV-B10 ou je sais plus quoi. En tout cas, c'est Baofeng, ça c'est sûr et certain, on peut le voir. Puis on peut le reconnaître au visuel. Et là, vraiment, ça c'est des petits détails, mais pour moi, ça a toute son importance. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est du personnel, c'est des conscrits déjà, et c'est vraiment par manque de moyens. Donc on a pris la radio la moins chère, et on voit qu'en fait les fréquences affichées, donc qui sont vraiment sur ça confirme qu'ils sont bien sur des fréquences analogiques, sur 435,05 et 140,4. Et on voit qu'à droite, il n'y a pas de numéro.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils ont même pas pris la peine de programmer les radios, en fait. Donc c'est vraiment, ils ont allumé les radios, ils ont tapé les fréquences, et ils ont dit, bah voilà, vous allez travailler sur ces fréquences-là, et basta, quoi. Donc ça prouve qu'en fait, ça a été fait soit dans la précipitation, soit par manque de moyens, soit les deux, soit parce que voilà, ils s'en foutent, en fait. Ils se disent, bon, voilà, c'est du personnel qu'on va dans tous les cas perdre, c'est des conscrits, c'est pas grave, c'est pas nos forces spéciales, et donc on va les envoyer, et au final, bah, ce matériel-là, c'est tombé dans les mains des Ukrainiens, donc ça confirme eh bien, également qu'ils écoutent bien les Russes. Ça donne potentiellement, bon là il n'y a pas de mémoire, mais peut-être qu'il y a des mémoires dans l'appareil, que eh bien ils travaillent sur d'autres fréquences. Ça permet de remplir les bases de données pour de l'écoute. Enfin bref, c'est vraiment que des désavantages, quoi. Donc là, analysons, on va essayer d'analyser un petit peu les images qu'on peut voir. Est-ce qu'on a des images, d'autres images On va essayer de regarder déjà celle que j'ai sortie. Bon, là, il n'y a pas de matériel radio. Moi, c'est le premier truc que je fais, j'essaie d'identifier le matériel. Là, on voit très mal. Bon, on voit que le gars, il est équipé. On voit qu'ici, il a un simple Baofeng UV5R. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va essayer de voir un petit peu, de fouiller, de voir un petit peu qui c'est. Parce que j'avais vu que l'armée ukrainienne avait également... voilà, parfait. C'est ce que je cherchais. Voilà, on a la preuve que, eh bien, également, les Ukrainiens utilisent du Baofeng. Et donc, c'est ça le souci, c'est que... alors, c'est peut-être une radio volée, hein, ils sont avec une Nagoya. Voilà, c'est vraiment les radios les plus basiques qu'on va pouvoir trouver. Donc, même les Ukrainiens, eh bien, leur faille, c'est aussi les communications radio, même si dans beaucoup de vidéos, je les ai vus communiquer sur des radios sécurisées. Mais en tout cas, voilà, il y en a aussi qui sont sur des radios non sécurisées. Alors, je voulais retrouver l'image de tout à l'heure. L'image pas celle-là, je sais plus où est-ce que c'était. Une image d'illustration là qu'ils avaient pris. Non, c'est pas là. C'est peut-être dans celle-là. Voilà, celle-là. Les nouveaux équipements a été concentré. Donc il parle du renouvellement de l'équipement russe. Là, qu'est-ce que je peux voir? Alors on voit déjà qu'il y a un modèle PD755G. C'est pas compliqué. On a déjà une référence de modèle. Et là, pour moi, ça c'est du 8 Tera. C'est du 8 Tera, pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est du 8 Tera, pourquoi? Déjà, je reconnais par rapport au bouton, donc d'où l'importance aussi de connaître à peu près la gueule des radios. Et parce que, eh bien, la radio a l'antenne au milieu. Et c'est la particularité de cette marque, c'est que l'antenne est au milieu dans certains modèles. Puis aussi au niveau du look, je le reconnais. Ça, eh bien, Itera, qu'est-ce que c'est? C'est une marque chinoise. Donc on sait que les Russes ne fabriquent même pas eux-mêmes leur matériel, qui passe par les Russes, mais en tout cas, Itera, eh bien, ça répond à des normes militaires. Par rapport à la taille de l'antenne, moi je dirais que c'est de la VHF. Après, je ne veux pas trop m'avancer, mais à mon avis, ça c'est une antenne VHF. Et donc malgré le fait qu'ils soient sur des radios sécurisées, hein, pour les forces spéciales ou autres, on va dire l'élite, eh bien, ils ont négligé les conscrits, et ça a fait une énorme faille, en fait. Ça a fait une énorme faille, et vu que c'est les conscrits qui sont en première ligne sur le terrain, malgré le fait que les forces de l'ordre, les forces spéciales, soient équipées de bonnes radios, eh bien, sur le terrain, c'est les conscrits qui sont en face, et donc, déjà, qui sont pas... habitués à ça, ils connaissent pas forcément les communications, ils se connaissent pas, enfin c'est pas leur métier. Et donc c'est un avantage considérable pour les Ukrainiens, quoi, tout simplement. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien et pas bien. Malheureusement, aujourd'hui, vu qu'il y a Internet, beaucoup de contenu circule. Alors vrai et faux, ça c'est encore une autre histoire. Mais beaucoup de médias arrivent à capturer des images. Et ça nous permet d'avoir vraiment un vrai avis de ce qui se passe sur le terrain. Donc là, j'ai
J'ai trouvé une petite vidéo, je ne sais pas si on va entendre des communications radio. C'est une chaîne d'ailleurs que je suis. Donc on va essayer d'intercepter d'identifier des communications radio pour savoir à peu près sur quoi ils travaillent. Donc là on voit bien que c'est les Ukrainiens. Ok, Alors malheureusement on n'a pas une meilleure qualité, mais à mon avis vu la gueule du truc, ça c'est des vieilles radios et à mon avis c'est de l'analogique en UHF. Mais franchement j'ai aucune idée de ce que ça peut être, on dirait des vieux Motorola. Donc déjà c'est de l'analogique. Donc là on voit, je sais pas si c'est un canon ou une antenne. Ah c'est une radio, Ah on peut voir un petit bouton blanc, 2 boutons blancs, à mon avis c'est du Motorola, UHF. Ah là on entend des coups. On a entendu juste avant, là c'était vraiment très rapide, hein, mais écoutez bien. Ça c'est du DMR, ça. Ça c'est du DMR à 200%. On sent la compression un peu plus importante que sur du DMR habituel, donc c'est en chiffré. Donc déjà ça confirme que sur... alors je pense que c'est pas forcément, peut-être c'est des forces spéciales, ça m'étonnerait, je sais pas. Mais en tout cas, la plupart des soldats, je pense que c'est surtout les milices un peu auto-gérées qui travaillent sur des radios non sécurisées. Mais en tout cas, on voit que l'armée régulière, pour le coup... Ah non, juste avant... je sais pas si c'était une communication. Donc c'est un peu des deux. Mais à mon avis, ils font un peu pareil que les Russes, c'est-à-dire qu'entre eux, ils communiquent en numérique, et dès qu'ils doivent communiquer avec d'autres groupes qui ne sont pas forcément équipés avec des radios sécurisées, ils sont sur de l'analogique. Mais ils échangent un minimum d'informations pour pas que ça soit une trop grosse faille, quoi. Donc là on entend Davai Davai, ça c'est pour moi ça c'est du russe, donc ça, à mon avis c'est des russophones. Donc vraiment là c'est comme si nous on écoutait un français parler quoi sur la radio. Donc là c'est de l'instantané, on sait ce qu'il dit. Donc s'ils arrivent à intercepter ceux qui sont en face, c'est direct. Aussi l'importance de l'identification, là on le voit très bien dans ce conflit, hein, ils sont tous très bien identifiés. Donc on va essayer de... Bon là on s'en fout. Ça m'intéresse pas, moi je veux des communications. Moi c'est boum boum boum. Ok, là on a un truc. Ça c'est du numérique. Numérique UHF. C'était très rapide, mais on a entendu que c'était du numérique, donc pour l'instant quasiment que du numérique, donc eux ils sont pas trop mal. Alors là c'est marrant parce qu'on dirait Niagi, le truc qui est là. Ouais, là c'est une communication radio, ça c'est du numérique encore une fois. Donc en fait, ça c'est bien d'analyser tout ça, parce que là on voit, eh bien pour moi, d'après moi, entre eux, sur vraiment de la très courte distance pour vraiment les communications tactiques, ils sont sur du numérique, et sur les communications intergroupes, ou pour dire, bah voilà, moi je me déplace à tel endroit, tel groupe va se déplacer dans telle zone, eh bien ça, je pense qu'une partie des communications c'est en analogique, mais c'est pas non plus très grave, parce que ce qui compte le plus, c'est vraiment sur le terrain,
sur du rapproché en fait. Savoir que tu vas te déplacer sur tel endroit, en fait, si les adversaires sont un minimum équipés, ils sont censés t'observer. Et donc, ils peuvent te voir physiquement te déplacer sur, on va dire, sur la carte. Alors que, eh bien, dans un bâtiment, bah, il ne sait pas forcément dans quelle pièce tu es, ou dans quel bâtiment tu vas rentrer, ou dans quel bâtiment tu es. Donc ça, c'est très bien de garder vraiment le numérique pour du local, pour du tactique, parce que ça peut être une très, très, très grosse faille. Et bah, deux groupes qui sont dans le même bâtiment et qui s'affrontent, un qui est en numérique et l'autre qui est en analogique, croyez-moi, c'est vite fait, hein, c'est vite réglé. Si tu es en train de dire à la radio, je vais essayer de passer sur le toit pour leur balancer une grenade dans la gueule, bon bah eux s'ils entendent ça, ou bah, je vais les contourner par la gauche, bon bah ils l'attendent quoi. Alors que si tu es en train de dire, bon bah on est en train de se déplacer vers le nord, bon bah les autres en face ils sont pas cons, ils te voient y arriver vers le nord, donc et ça confirme juste ce qu'ils voient, mais ils le voient déjà, quoi. Là, c'est de l'analogique. Donc, s'il y en a qui comprennent le russe ou l'ukrainien, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se dit, pour justement confirmer si c'est des communications tactiques ou si c'est de la longue distance. Mais d'après le peu de données que j'ai, d'après juste là l'audio, d'après ce que j'entends, ils sont sur de l'analogique, ça c'est sûr et certain. Ils ont le son à fond et on entend beaucoup de bruit de fond, beaucoup de grésillements. Ça veut dire qu'ils sont loin les uns des autres pour communiquer. Donc je pense que ça confirme bien ce que je suis en train de dire, qu'ils gardent l'analogique pour des communications un peu plus longue distance, pour se coordonner entre différents groupes qui sont pas forcément officiels, et qui gardent vraiment le numérique pour les communications à eux. Ça prouve ce que j'avais dit, parce que là, si c'est du local, s'il communique avec son groupe il est censé être dans son périmètre, et donc il n'est pas censé le recevoir super mal. Alors que là, on entend que c'est constant, le signal est constant, il n'y a pas de fluctuation, donc le gars il n'est pas en train de bouger dans un bâtiment, c'est pas pour ça que ça passe mal. Là, le signal est constant, mais il passe mal, donc ça veut dire que c'est lointain et stable. Ah, encore une communication, puis après on va arrêter. On va peut-être en regarder une ou autre. Donc ça c'est du DMR, à l'oreille je le reconnais, c'est du DMR. On voit que c'est à Azov. Ils ont le petit écusson. Donc en fait c'est ça en fait l'avantage stratégique, c'est qu'en fait eux ils ont du matos sécurisé. Là au niveau du sans fil, parce qu'on va rester sur du sans fil, là on voit que le gars en fait, le pilote de drone, l'opérateur drone, il est pas sur de l'image analogique. Donc en fait ça c'est de l'image en Wi-Fi qui est transférée du drone à son téléphone portable, à son smartphone, et donc ça permet déjà d'être intercepté par n'importe quel récepteur analogique d'image, surtout pour du FPV. Donc si à proximité il n'y a pas une base d'écoute, une base d'observation, d'analyse, d'interception plutôt russe, qui identifie, qui arrive à intercepter les communications Wi-Fi, à identifier que c'est un drone qui communique l'image, et à l'intercepter et à potentiellement le brouiller, en fait, lui, il est carrément furtif, en fait. Le gars, il est sur des images en numérique, sur de la Wi-Fi, il donne la position à tous ses collègues via une radio sécurisée. Ils ont tout bon, en fait. Là, ils ont tout bon. À part peut-être, je pense, pour de la longue distance sur de l'analogique. Mais à mon avis, d'après ce que j'avais vu, en fait, les Russes ont abattu pas mal de gros pylônes, pas mal de grosses antennes relais. Donc je pense qu'ils sont la plupart du temps en simplex, en fait. Donc du numérique en simplex, c'est très très complexe, surtout sur de la longue distance, je veux dire. Donc pour des communications intergroupes qui sont espacées de plusieurs dizaines de kilomètres, le numérique c'est pas fiable, en fait. Donc c'est soit de la VHF comme ce qu'ils ont fait, ou de l'UHF, mais plus de la VHF sur de l'analogique, pour vraiment donner le minimum d'informations, ou alors sur de la HF pour vraiment faire de la longue distance, mais là il y a le problème de l'interception par les adversaires ou par quelqu'un qui est à l'autre bout du monde sur sa radio.
Et pour moi, c'est vraiment l'un des gros avantages qu'ils ont eu depuis le début, et c'est surtout pour ça aussi qu'ils ont réussi à tenir aussi longtemps, parce qu'en face, le matériel était trop rudimentaire, trop archaïque, on va dire, et eux, ils ont su sécuriser les communications les plus importantes entre eux, et ils gardent vraiment l'analogique que pour des trucs vraiment, on va dire, vitaux. Enfin les trucs les moins plutôt les moins importants, tout en utilisant du matériel civil, hein, parce que là les radios qu'ils ont, c'est n'importe qui peut les acheter, quoi. Donc en fait, à l'inverse, les Russes, non, quoique non, j'allais dire une connerie. Donc là, est-ce qu'on peut voir quelque chose? On va essayer de... Donc, on a entendu du numérique. Alors, je sais pas si la radio, c'est ce truc-là, mais ça m'étonnerait parce que l'affichage est bizarre. Dans tous les cas, on a entendu qu'ils sont en numérique dans la voiture. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On va peut-être passer sur celle-là. Voilà, ça m'intéresse, j'ai vu une antenne tout à l'heure. First position to enemy, about 800 meters. In trenches from a different century, they have the simplest of weapons, and a few have the most sophisticated too. So this is a British weapon. Ah, là, on a vu une antenne, donc on va essayer de voir la radio. Ah, on n'arrive pas à la voir. Yeah, it's British weapon. Unlaw. Unlaw, yeah. It's very good weapon for me. Each one of these shoulder-fired missiles can advance. Bon, on n'a pas réussi à voir. Peut-être là. 14. This. It's like my children, my kids, my mother, and me. I want destroy it. Vas-y, monte là ta radio là. Not only cities, not killing people, destroy all their forces in our. But this new offensive won't be weeks ahead. Tired, I believe they will win. Mark Stone, Sky News. Ok, bon. On n'a pas réussi à avoir quelque chose. On va peut-être... Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit déjà qu'il y a un micro là qui pend. On va essayer de remettre l'image. Micro blanc, on le voit là, le poste il est ici. Micro blanc, pour moi c'est du Motorola. Là, ils sont sur un simple récepteur analogique. On dirait qu'il y a les antennes qui sont retirées, donc leur image de véhicule est uniquement... Ah, quoique, je vois aucun fil qui dépasse. Je suis pas sûr, il faudrait que ça bouge un peu. Ah, là, on voit il y a du matériel. Donc là, déjà, rien que par rapport à la gueule de l'antenne, on voit que c'est du matériel, c'est pas une abri, hein, même si ça ressemble. Là, on est sur du vrai matériel militaire et c'est sécurisé. Ah, on l'a vu juste avant. Alors, j'ai reconnu le petit capuchon. On va le mettre au ralenti, volume, vitesse de lecture, et après on va s'arrêter là. Parce que déjà 44 minutes d'analyse. On va attendre que le focus se fasse sur la radio. Et voilà. Vous voyez, c'est un petit détail comme ça qui me permet d'identifier. Je sais qu'ils sont sur à mon avis, c'est du Harris. Ça, c'est une connectique autant pour les PTT. Là, on dirait une antenne GPS. Donc, on est sur potentiellement une radio Harris. En tout cas, c'est vraiment du militaire qui permet également de localiser directement le personnel. Donc est-ce qu'on va pouvoir potentiellement
Ok, là on voit juste des écussons, c'est pas intéressant. Là on voit toujours la radio, je sais pas si vous la voyez mais elle est juste là. Je tourne un peu la caméra, là on la voit. Donc c'est très probablement du Harris. Donc moi ce que j'ai vu, une majorité de Russes sur des radios analogiques et une majorité d'Ukrainiens sur des radios numériques. Vu le manque de connaissances des journalistes, je pense que pour le coup cette donnée-là est plus ou moins fidèle à la réalité. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que les Russes ont négligé leur communication radio et que ça, pour le coup c'est vraiment fatal pour eux depuis le début. Parce que eh bien, tout a fuité, toutes leurs fréquences ont fuité, il y a des brouillages à tout va, et n'importe qui peut intercepter leur communication radio, alors que les Ukrainiens font quand même relativement attention à ça, que ce soit même pour les drones, pour pas mal de communications. Donc voilà, on analysera d'autres affaires, mais je crois que la reste... Le Russe qui a été tué justement, ils sont amusés à justement brouiller des communications sécurisées sur lesquelles il était. Il est passé sur de l'analogique et à cause de l'analogique, ils ont réussi à le localiser, à l'identifier, et le localiser parce qu'on passe d'abord par l'identification et après ils ont réussi à abattre un général russe juste par rapport à ses communications radio, en le poussant à passer sur de l'analogique, en brouillant le numérique. Donc voilà, vraiment très très intéressant par rapport à tout ça. Donc ouais, je pense que les journalistes n'y connaissent rien, donc ils n'ont pas pu manipuler en montrant que des radios numériques, même eux n'y connaissent rien, donc je pense que c'est vraiment fidèle à ce que c'est réellement sur le terrain. Après, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas, on peut vraiment tirer des bonnes leçons par rapport à tout ce qu'on a vu. Sur quoi je voulais finir? Écoutez, si vous voulez vraiment en apprendre beaucoup plus sur les communications radio, moi c'est mon domaine, eh bien moi je vous recommande de passer par mon Patreon, de venir dessus, c'est 3 € par mois, c'est le prix d'un café, eh bien vous allez pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs que les Russes, voilà, et apprendre bien plus de choses. Donc voilà, vous voyez que je commence à m'y connaître là-dedans, j'arrive à identifier très rapidement, à identifier même à l'oreille pas mal de trucs, en déduire certaines choses, il faut juste être assez logique. Donc voilà, si vous voulez vous former au niveau de vos communications radio, le Patreon il est ouvert. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos petites questions, quoi que ce soit dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.